Je voulais vous donner un exemple très, très concret, peut-être, qui s'éloigne un peu de ce qu'on a eu pour l'instant dans ce panel. Moi, je suis plus une praticienne du transfert de connaissances qu'une théoricienne ou quelqu'un qui conceptualise ces éléments-là. Donc, je suis plus dans la cour de ceux qui utilisent les outils de transfert de connaissances en tant que chercheur pour essayer de faire en sorte que les produits de la recherche et les connaissances de terrain finissent par être utilisés, puis pérennisés. Puis là, le mot-clé, là, pour nous, c'est vraiment pérenniser dans les travaux qu'on fait en prévention de suivi. Je suis affiliée à un centre de recherche qui est spécialisé dans la recherche sur les outils de sa prévention. Donc, je suis souvent amenée à être partie prenante de groupes de réflexion puis de comités de construction d'outils, de construction de guides, dont plusieurs sont pilotés par Sherbrooke. Et parmi tout cela, il y avait le guide de prévention du suicide chez les enfants. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont familiers avec cette discipline ou cette approche. Et ce guide, c'est un guide ministériel, donc, qui s'appelle Prévention du suicide chez les enfants de 5 à 13 ans. Donc, nous, dans notre jargon, on l'appelle le guide 5. Donc, ce guide-là a fait vraiment l'objet d'une co-construction avec les milieux. Il y a eu une immense consultation qui a été faite avec les milieux scolaires, les milieux communautaires, les milieux de la santé. Partout, on trouve des enfants, finalement, pour essayer de voir c'est quoi les besoins que ces milieux-là avaient en termes de prévention du suicide. On a évidemment fait une recension de la littérature, on a mis ces choses-là ensemble, on a assis des chercheurs, des praticiens, des vétérinaires, on a brassé le shaker et on est arrivé avec, après moult versions différentes et raffinages, on est arrivé avec le guide. Donc déjà, la construction du guide en soi est un exercice de courtage, de transfert des connaissances ou d'application des connaissances. Sauf que comme on le sait tous depuis le début, vous êtes tous là à cause de ça, on a fait un beau guide, puis qu'est-ce qui arrive à un beau guide? Généralement, ça s'appelle un tas de poussière sur une tablette. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce guide-là ne soit pas tabletté, qu'il soit réellement utilisé par les milieux qui en ont besoin? Et c'est là que la deuxième, finalement, stratégie de transfert des connaissances est rentrée en action par rapport au guide et au déploiement de ces pratiques-là de prévention du suicide chez les enfants. Et dans un contexte comme celui-là, l'analyse du contexte est particulièrement pertinente et importante à mener. Parce que quand on va transférer des connaissances, il faut qu'on sache un peu d'abord c'est quoi qu'on transfère comme connaissance. Là, on parle de prévention du suicide. Déjà, le mot suicide, souvent, ça crée un petit anxiété là, chez ben les gens. Là, on rajoute un autre mot qui augmente l'anxiété fois 2000, c'est le mot enfant. Prévention du suicide chez les enfants. Là, il y a déjà la moitié de la salle qui ne respire plus. Okay. Puis, je vous dis ça, mais c'est vrai, la plupart des intervenants ne veulent même pas entendre parler de cette problématique-là, c'est trop confrontant. En même temps, heureusement, mais en même temps, malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, les comportements suicidaires chez les enfants. Heureusement, parce que tant mieux qu'il y ait très peu de comportements suicidaires, malheureusement, d'un point de vue de transfert des connaissances. Parce que s'approprier des pratiques de prévention du suicide complexes, qui s'adressent à un sujet complexe, quand ce problème-là arrive extrêmement rarement, mais que si on se plante, les conséquences peuvent être dramatiques, ça crée une espèce de tension par rapport à l'apprentissage qu'on en fait, par rapport à l'appropriation qu'on peut faire dans les milieux, par rapport au niveau d'expertise auquel on peut s'attendre. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont été fondamentalement importants à prendre en compte quand on pensait comment est-ce qu'on va faire pour déployer le guide, à qui on va s'adresser, qui va s'en servir, dans quel contexte. Donc, dans ce contexte de rareté, dans ce contexte de panique, dans ce contexte que ce ne sont souvent pas des professionnels de la santé aussi qui sont à la première ligne de voir ces problématiques-là chez les enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? La méthode traditionnelle, c'est de former le monde. Donc, en général, quand on parle de formation en prévention du suicide, on va avoir 2 jours, 3 jours de formation. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, bloquer des gens pendant 3 jours pour une formation qui servira peut-être une fois par année, ce n'est pas viable. Surtout qu'en plus, on vous forme aujourd'hui, dans 3 mois, vous l'avez oublié, votre formation, puis dans 1 an, quand le petit cul il arrive avec des idées noires et des idéations suicidaires, vous ne saurez même plus quoi faire. Donc, l'argent pour votre formation, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle, c'est pareil. Et là, on a réfléchi à ça en termes de, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un petit peu de confort dans le système, donc les gens se sentent un peu plus à l'aise de parler de ces problématiques-là, un peu plus à l'aise de les aborder, sans nécessairement devenir des experts,
mais tout en sachant que s'ils en ont besoin, voilà où ils peuvent aller pour trouver ce dont ils ont besoin. Donc, on est un petit peu quasiment dans une... J'ai bien aimé le mot tantôt de just in time. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça, de distiller l'information just in time dans les réseaux. Ben là, on s'est dit, on va essayer de faire un peu la même chose. Donc, on sensibilise les gens au fait que ça existe, le suicide et les idéations suicidaires chez leurs jeunes, qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils n'ont pas besoin de devenir des experts. Et s'ils ont besoin de plus d'informations, il y a des gens qui savent et qui peuvent les aider, et puis il y a des sources d'informations qui peuvent les accompagner. Et pour arriver à mener ça à bien, tadam, la solution qui nous est venue à l'esprit, ça a été de construire une communauté de pratique. Donc, on a construit la communauté de pratique 513 de façon à ce que les gens qui sont plus à l'aise et plus intéressés dans leur milieu d'entendre parler de prévention du suicide chez les enfants puissent accéder à plus de matériel et en même temps puissent devenir des relais dans leur communauté scolaire, leur communauté de travail, etc., de ces choses-là. Et en même temps, c'est un endroit où les gens qui veulent vraiment en savoir plus peuvent venir chercher plus d'informations, faire des synthèses de connaissances à travers des séries de webinaires qui sont en disposition en permanence, à travers toutes sortes d'outils d'appropriation. En ce moment, il y a 400 membres actifs dans cette communauté de pratique-là, et il y a constamment des gens qui se rajoutent. C'est tous des gens qui viennent du réseau de la pédopsychiatrie, du réseau de l'intervention scolaire, des profs, des gens qui sont intervenants psychosociaux en milieu scolaire, des gens dans le communautaire, etc. L'avantage de cette communauté de pratique, c'est qu'on n'est pas seulement dans une position de on vous pousse de l'information, mais on est aussi dans une position de on ramène des choses que vous savez. Donc les gens peuvent partager leurs expériences d'application du livre, de création de méthodes de travail à mettre ensemble, puis nous ramènent leurs questions aussi, qui nourrissent dans un deuxième temps le développement de nouvelles réflexions et de nouvelles pratiques. L'exemple typique qu'on a de ça, c'est que suite au développement de questions liées dans la communauté de pratique, ben, on a pu être mandaté, par l'équipe en tout cas qui s'occupe de ça, on a tous été mis ensemble, mandaté pour développer des outils de repérage. Donc, avant la prise en charge de la suicidalité, comment est-ce qu'on fait juste pour flaguer des choses, pour être capable de renforcer des réseaux de sentinelles dans les milieu. Donc, c'est ce jeu de va-et-vient que la communauté de pratique nous permet de faire depuis 2 ans maintenant. C'est pas mal ça?